Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de State of CRM. Le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui, les dates d'expiration dans les emails. Notre société envoie plus de 330 milliards de messages par jour en moyenne, ce sont les chiffres de 2022. Une bonne portion de ces messages sont des messages à but commerciaux, marketing, et tout cela a un impact fort au niveau de notre empreinte carbone. Il y a quelques temps déjà, j'avais pu recevoir Jonathan Loriot, instigateur de cette initiative. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Billon, Compliance and Deliverability Director chez Splio. Il est l'homme derrière la proposition technique de cette initiative de date d'expiration dans les emails. Il va nous dire tout ce dont on doit savoir sur l'état de l'initiative, quel est le statut d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en attendre demain et comment chacun d'entre nous, en tant que marketeur, peut contribuer à réduire cet impact carbone. Bon épisode. Bienvenue Benjamin. Je te laisse te présenter pour l'audience, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Salut Benoît. Alors moi je travaille à Splio depuis 2005 avec, différents, rôles et responsabilités, au fil des années, hein. J'ai habité en Chine pendant 8 ans, dont 7 pour Splio et je suis aujourd'hui, en charge, de l'équipe ACID. ACID qui signifie Abuse, Compliance, Industry Relationship et Deliverability. Ok, donc vraiment la partie, le nerf de la guerre pour les emails, on va dire. Hein. Exactement. Si on ne délivre pas, on peut programmer tous les emails qu'on veut. S'ils n'arrivent pas en boîte, ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, donc du coup, le topic qui nous intéresse plus, c'est un sujet parallèle, si je veux dire, à ton boulot, en tout cas lié au travail et en même temps parallèle, qui est le sujet des dates d'expiration dans les emails. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les raisons pour lesquelles tu as rejoint, ou qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ce projet et à participer? Et puis après, on rentrera vraiment dans le détail de qu'est-ce que c'est que ce projet, quel est le concept des expirations, des dates d'expiration dans les emails. Oui, alors sur le pourquoi, je pense que comme beaucoup de personnes, je suis conscient du problème du dérèglement climatique et j'aimerais bien faire quelque chose, heu, contre ça, heu, ce à mon échelle, bien évidemment, c'est pas évident. Mon expertise tourne autour de l'email, pas spécifiquement des énergies renouvelables, par exemple. Donc c'est pas comme si j'allais pouvoir, trouver une solution révolutionnaire, pour ralentir ou arrêter, le dérèglement climatique. Maintenant, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire quand même, surtout dans ce que je connais bien, ou qui est l'email, et ça c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est ce que je peux faire à mon échelle et ça vaut mieux que de ne rien faire du tout, je pense. Donc moi, personnellement, je m'étais déjà demandé, quel est l'environnement, enfin l'impact environnemental de l'email. Heu et c'était il y a 4-5 ans, et c'est à peu près à ce moment-là aussi que j'ai entendu parler de, l'initiative, Zéro Carbone, Email, qui est un site aujourd'hui, zérocarbone.email. Hem, donc tout naturellement, je les ai contactés, je suis entré en contact. En l'occurrence, c'était lancé par, Jonathan Loriot, que je connaissais déjà un peu. Voilà, mais donc j'ai rejoint ce projet comme ça. Hem Pour moi, là où c'était important, c'était de se dire, quel est l'impact de l'email, dans l'impact carbone, parce que c'est quand même plus simple de réfléchir en carbone ou en émission carbone ou en équivalent carbone en tout cas. Et donc commençons par les choses les plus simples, en tout cas en apparence. Donc de savoir quel est l'impact de l'email. Donc on cherche à savoir, une chose relativement simple, en tout cas, qui a l'air, relativement simple. C'est bien évidemment super compliqué, à calculer, mais pourtant quand même très intéressant. Donc, dé déjà, hein, je vais pas spoiler plus que ça, on peut pas savoir exactement. Voilà, on peut pas savoir, on ne sait même pas, il y a des estimations sur le nombre d'emails envoyés dans le monde. Ça serait, je crois que c'était en 2022, c'était 330 milliards de mails envoyés par jour. Sachant que la plus grosse partie, et ça entre 50 et 90%,
selon les sources, selon qui reçoit, et cetera, serait du spam pur qui est rejeté immédiatement. Donc déjà, avoir les chiffres, c'est très compliqué. Quand on demande à des sociétés, qui sont spécialisées dans la sécurité informatique, bah, évidemment, ils filent pas les chiffres, ils filent pas les secrets non plus. Donc on a décidé de se focaliser sur la partie marketing, d'email puisque finalement c'est quand même l'activité qu'on a aujourd'hui. Heu, alors c'est marrant parce que donc j'étais dans ma voiture, j'écoutais la radio, je suis tombé, j'écoutais France Culture en l'occurrence et je suis tombé sur, un moment qui parlait de Maxime, Fouillasse du Shift Project, puisque c'était à peu près au moment où ils ont sorti leur rapport, sur l'usage de la vidéo, en ligne. Heu et du coup, dans ma tête, ça fait tilt. Je me suis dit: «OK, tu ils ont fait un truc pour la vidéo, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour les mails». Donc j'ai pris contact avec Maxime que j'ai pu rencontrer, dans les bureaux de Splio, en 2019 c'était et donc on a pu, discuter justement de comment calculer ça, quelles sont, les choses à prendre en compte, qu'est-ce qu'eux ils ont fait bien entendu et si eux, ils étaient pas intéressés pour le faire au Shift Project, en l'occurrence ils étaient pas intéressés, mais on pourra en reparler plus tard. Mais on a quand même voilà, ça a quand même permis de faire mûrir cette réflexion et de voir quels sont les calculs à prendre en compte. Donc on à partir de là, le meeting, on l'a fait avec Nicolas Drouet qui travaille aujourd'hui à Kiliba, je crois, et il a développé une petite calculatrice en prenant en compte tous les paramètres, dans une campagne marketing. Donc c'est évidemment, le nombre de destinataires, mais aussi la taille du message, le taux d'ouverture, voilà, des choses comme ça pour imaginer un petit peu, quelle est l'empreinte carbone d'une campagne mail marketing. Ce qui est une calculatrice, bien pratique, mais en fait, assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de variables à prendre en compte finalement. Et voilà et ensuite après cet élan d'énergie et de motivation et ben, on est un peu passé à autre chose. Heu, donc il n'est pas passé grand chose pendant quelques temps. 2 ans plus tard, mon épouse, était en train de naviguer, dans sa boîte mail qui était presque pleine et m'a dit que c'était vraiment, pas pratique, de naviguer dans une boîte mail qui est quasiment pleine et que ça serait quand même vachement pratique, si on pouvait repérer et supprimer les mails inutiles, rapidement. Voilà, ou bien qui pouvaient disparaître, par eux-mêmes et cetera. Je suis pas magicien, du coup, je me suis dit: «Ah bah ouais, ça serait vachement bien», mais j'ai pas forcément pu en faire, grand-chose et pas longtemps après, Jonathan a exprimé, a explicité l'idée de faire, de parler d'expiration pour les mails marketing. Et là, du coup, j'ai commencé, à mettre les wagons ensemble, en fait, à me dire: «Attends, ce serait pas la solution à ce que ma femme, elle disait?» Et beh, du coup, c'est venu comme ça. Je me suis dit: «Effectivement, ça fait beaucoup de sens». Donc je me suis impliqué d'autant plus là-dedans, sur la partie technique. J'ai écrit le brouillon de RFC, donc le draft, ça s'appelle un draft, avec l'aide de John Levin, qui est une légende, sur internet, hein. C'est lui qui a écrit le premier bouquin Internet for Dummies en dans le début des années 90. Et il a écrit plein de RFC, enfin il a fait plein de drafts et participé là-dedans beaucoup. Et du coup, on a fait ça ensemble. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai participé activement à ce projet, donc sur la partie technique et sur ensuite d'autres parties, d'organisation, pour faire avancer certaines idées. Ok, super. Donc du coup, quand même une motivation à avoir un impact et Mmh. mesurer l'impact carbone de l'email marketing, parce que bon, c'est ton domaine d'expertise. Euh, Poussé un petit peu par ta conjointe, et donc on la remercie beaucoup de t'avoir poussé dans cette direction aussi. Et le fait que bah, le timing était plutôt bon avec Mmh. d'autres experts, notamment en français, qui se penchaient sur le sujet aussi, hein, si je résume bien Tout à fait. l'enchaînement et ces wagons qui se raccrochent que tu mentionnais. Donc, bon, tout ça nous montre que voilà, t'es très impliqué dedans et passionné par le sujet. Mais bah, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce concept Mmh. de la date d'expiration dans les emails, est-ce que
En 2 mots, en 2 mots, tu peux expliquer simplement quel est le concept et on a compris, il y a forcément un Mmh. impact écologique, en tout cas l'objectif est de réduire l'impact carbone de ces messages, mais quel est le bénéfice pour les senders et les destinataires d'un point de vue aussi utilisation Mmh. et user experience. Alors c'est effectivement nous, on a attaqué le sujet avec un côté carbone, trouver une solution pour réduire l'empreinte carbone de l'email. Heu, bon, sachant que l'initiative s'appelle, zéro carbone email, mais on est bien conscient que zéro carbone, hein, c'est pas réaliste. Oui, c'est zéro Mais carbone, c'est de ne pas envoyer d'email. oui, voilà, puis c'est aussi ne pas respirer, ou bien compenser autrement, mais c'est évidemment extrêmement compliqué. Donc l'idée est de connaître, savoir et ensuite, réduire autant que possible. Donc pour la partie expiration, le principe c'est d'avoir une information, alors on appelle ça un timestamp, mais en gros c'est, une date et un horaire dans les emails qui sont envoyés. Heu, on a décidé que ça serait un header SMTP, tout comme, d'autres headers SMTP qui existent, comme il y a le header, date qui existe et qui reprend le même format, ou bien le from, ou bien le to, ou bien d'autres qui sont moins connus. Mais voilà, c'est extrêmement simple, c'est géré par tous les systèmes qui envoient et qui reçoivent des mails aujourd'hui. C'est rendu plus ou moins visible aux utilisateurs par l'interface qu'ils utilisent. Ça peut être un logiciel de gestion de mail ou bien un webmail. Hem et donc ce timestamp, permettrait de dire: «Ce message, après telle date, il n'a plus de valeur. Il sert plus à rien». Grosso modo, on considère que ce message, en gros, peut être supprimé après telle date parce qu'il n'apporte plus rien dans la boîte mail, si ce n'est qu'il prend de la place. Hem, donc c'est un principe qui est assez simple. On peut aussi se demander si ça n'existe pas déjà. Bah, apparemment, ça n'existe pas vraiment déjà. Donc on s'est mis sur le coup. Hem et ensuite, une fois qu'on comprend ce principe-là, il y a quand même toute une chaîne, de, entre guillemets, «responsabilités» qu'il va falloir suivre et qui est un petit peu longue. Donc si on considère le le process, complet, heu, l'expéditeur va mettre cette information dans l'email qu'il envoie. Le webmail ou le logiciel mail, donc on parle de Outlook, Thunderbird et compagnie, hein, peut ensuite utiliser cette information pour, trier ou pour regrouper ou pour montrer les emails qui sont donc, expirés et l'utilisateur final, finalement, peut les supprimer facilement. Voilà. Donc Et donc, idéal je t'interromps, Benjamin, une seconde, mais pour être sûr et clarifier le sujet sur de quel type de message on parle aussi, pour le marketeur, quel est l'intérêt pour le marketeur de dire, ah mmh, bah, mon email, ben, le contenu est expiré, on se dit, mais on va envoyer une communication, pourquoi on voudrait que l'utilisateur l'enlève de sa boîte. mmh. Il y a Bah, beaucoup de alors communications marketing qui sont concernées par ces dates d'expiration, que ce soit des promotions qui soient valables jusqu'à une certaine date. En fait, ça sert à rien que tout à l'email fait. soit toujours là et prenne de la place, comme tu disais, dans la boîte mail, si la date de l'offre est dépassée. Il y a d'autres types de messages qui se prêtent bien à ce type de pratique et d'information d'expiration. Absolument. On a justement l'une des autres actions que j'ai faites au sein du groupe, c'est que j'ai essayé de motiver, une équipe de marketeurs, d'annonceurs, hem, pour qu'ils fassent des ateliers et qu'ils se posent la question: «OK, pour les types de messages qu'on envoie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mettrait comme date d'expiration?» Et c'est un travail qui a été mené par, Emma Dufaux de Yves Rocher Group. Hem et c'est remarquable puisque du coup, ils ont conclu que pour quasiment tous les messages, il y a aucune raison de garder les mails envoyés par les marques plus de 90 jours. Si ce n'est bien évidemment quelques exceptions comme confirmation de commande, qui n'expireront jamais. Dans ce cas-là, on ne met Mhm. pas le header, mais qu'il y en a d'autres, par exemple, renouvellement de mot de passe. C'est généralement des liens qui expirent eux-mêmes dans les 24 heures, donc
le mail ne sert strictement plus à rien après, oui, après les 24 heures ou 48 heures éventuellement. Donc on peut imaginer que, tous les mails marketing aujourd'hui ou la quasi-totalité des emails marketing envoyés aujourd'hui, chiffre qui est aujourd'hui estimé à 30 milliards par jour, hein, au total, hem et bien, pourrait être supprimé dans les 90 jours, au lieu de continuer d'être, entassés dans les boîtes jour après jour, 30 milliards supplémentaires jour après jour. Hem, donc c'est voilà, c'est pas une révolution en soi à partir du moment où on considère, l'empreinte carbone, de l'humanité, parce qu'au final, ça reste pas grand-chose. Mais en fait, c'est un pas vers la sobriété numérique. De se dire: «Ces mails, ils n'ont pas d'utilité, ne faisons pas en sorte qu'ils aient un impact», même si l'impact à l'email est infime. Là, on parle de donc du coup 30 milliards par jour. Donc à un moment, ça Ouais, commence à c'est bouger un petit l'échelle. peu. C'est l'échelle qui compte beaucoup. Et Mmh, effectivement, un message en lui-même n'a pas forcément beaucoup d'impact, mais c'est une pratique qui est trop répandue et très répandue qui fait que le volume accumulé a un énorme impact mmh, dans les boîtes mail. Hein. On le voit bien dans les providers. C'est un sujet qu'on évoquait quand on préparait la discussion. Les providers de services, les webmails, euh, au tout début du lancement des webmails, l'espace donné n'était de quelques mégas, puis 1 mmh. giga, puis là on doit être à 15 gigas. Certains proposent de l'illimité. Ben, ils nous rendent la chose tellement facile que personne s'en soucie et n'efface ses mails. Le bouton par défaut, c'est archive plutôt que effacer. Mais ça prend de l'espace pour rien. Quoi. On stocke des années et des années de messages inutiles, comme tu dis, des promotions ou des emails de renouvellement de mots de passe qui ont 15 ans ne sont que 15 ans d'impact négatif sur l'environnement. Quoi. C'est ça, tout à fait. Après, il y a d'autres choses qui ont été mises en avant par, différents gouvernements, hein, tu sais, en disant que, si on arrêtait de, répondre «merci» aux mails, on économiserait, je sais pas, un voyage Paris-New York, mais par an, par personne. Enfin, je me souviens plus quels c'étaient les chiffres, mais ça a été mis en avant de supprimer les mails quand même, c'est bien. C'est des tentatives, maladroites et un peu écœurantes, de, masquer l'inaction qui a pu être, faite par justement ces gouvernements-là. Donc bien évidemment, supprimer vos mails, ça va pas résoudre le problème du changement climatique, mais en fait, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on se dit: «Beh, ce mail-là ces mails-là, j'en ai pas besoin, je m'en débarrasse, donc ils ne sont plus dans ma vie». Tout comme, Marie Kondo va avoir, la même philosophie sur le rangement des maisons. Cet objet-là, il me sert plus à rien, bah, pourquoi est-ce que je le garde? Eh non, il faudrait un spark joy, ben, enfin, s'il ne spark pas de joy, quand je le vois, je peux m'en débarrasser. Bon, bah, les mails, d'il y a 15 ans, de renouvellement de mot de passe, ouais, j'ai pas spécialement l'étincelle de joie, quand je les vois, même au contraire. Et ensuite, si on se pose la question pour les mails, avec lesquels on a quand même affaire, tous les jours en permanence, hein, on peut-être qu'on remettrait aussi en question d'autres usages de, renouveler son téléphone tous les 2 ans quand c'est pas forcément la peine, de aussi, de la façon dont on se nourrit, dont on voyage, dont on vit et cetera. Donc en fait, ouais, ça fait partie d'un tout, c'est une toute petite pièce de puzzle, mais on trouve que ça a du sens de passer du temps à, faciliter ce changement de comportement finalement. Parce que c'est aujourd'hui difficile pour, pour un utilisateur, d'aller supprimer ses mails. Effectivement, on va pas passer 3 heures à supprimer des mails, ça va c'est, c'est pénible, c'est fastidieux. Certains articles, disent que, ça vaut même pas le coup, puisque du coup, on passe du temps sur un ordinateur allumé pour, supprimer des mails qui à l'unité, con ne consomment quasiment rien. Mais, l'idée, c'est que si on facilite ça et si c'est faisable en 2 clics, la question ne se pose même plus et on nettoie sa boîte mail comme on nettoie un petit peu sa vie au fur et à mesure. On fait du ménage, on enlève l'inutile et heu et c'est voilà, c'est un petit peu l'idée qu'on aimerait, mener à bien. Génial. Et donc, du coup, alors, si on rentre maintenant plus dans
Les étapes, tu as parlé en introduction de Jonathan qui avait quand même lancé cette idée, ce concept avec les mêmes types de réflexions, comment on pouvait euh, travailler sur cet impact carbone des emails et quelles ont été jusqu'à maintenant, quelles ont été les grandes étapes en fait de cette idée du moment où tu rejoins aussi le projet tu parlais tout à l'heure de faire tu as fait ce draft Mm. technique. Euh, ok, il y a l'idée des réflexions sur les différentes pistes, une piste qui est choisie, un draft technique. Quelles ont été les étapes suivantes en fait et pour arriver jusqu'à aujourd'hui, 2 ans après ce lancement de projet. Ouais, déjà, effectivement, la première étape, ça a été le draft technique, puisque lui-même, il permet d'avoir de la crédibilité. Et donc d'aller voir les mailbox providers en leur disant, bah voilà, il y a quelque chose qui est technique, qui est là, qui est disponible. Vous pouvez transmettre ce lien à vos équipes techniques pour qu'elles regardent, etc. Donc c'est autre chose que un concept vague euh, qui a l'air cool mais où on tourne autour du pot en disant ça serait bien si on faisait quelque chose et qu'on n'avance pas. Là, c'est vraiment la première pierre qui permet d'en parler, qui permet d'avancer, qui permet d'en discuter aussi, parce qu'on peut ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, pour pouvoir rédiger ce draft, finalement, il a fallu se poser la question de quelle solution technique on prend finalement. Hem et donc il y en avait plusieurs. Potentiellement, on aurait pu imaginer, que, l'information d'expiration soit, dans le contenu du message, Mhm. comme ça peut être le cas pour les emails interactifs, qui utilisent, schema.org ou, bien MP. Mais finalement, on s'est dit: «Non, c'est plus logique que ça soit dans les headers». Ça devrait être plus facile à implémenter aussi et du coup à être suivi, hem et à être adopté. Voilà. Tout pareil, la question du format aussi s'était posée. On s'est dit: «Bah, si on veut avoir, par exemple, le header le plus court possible, puisque tout octet finalement va alourdir le mail», on se dit: «On pourrait prendre un timestamp, Unix». Donc, c'est juste, des chiffres qui représentent le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970, je crois. Sauf que ça aurait été un format qu'il aurait fallu, faire gérer par les différents systèmes qui gèrent les mails. Or, il y a déjà un header, date dans les emails aujourd'hui, qui est un format franchement chelou, mais géré partout. Donc on se dit, bah, pour faciliter l'adoption, on va partir sur ce format-là. Toutes les librairies email le connaissent déjà. On va pas réinventer la roue en quelque sorte. C'est Mhm. peut-être pas optimisé ou ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais n'empêche que si on veut, enfin, le but est quand même qu'au final on arrive à faire en sorte que ça serve à quelque chose. Donc ça doit être adopté à grande échelle. Donc Ouais, voilà. c'est la balance, ce que tu expliques, c'est le point de balance entre l'optimisation de l'information et technique Mm, et du poids qu'il y a dedans et l'adoption. Parce que si effectivement la solution pour résoudre ça est trop nouvelle ou compliquée à adopter, ou avec l'adoption, quand on parle d'adoption, on parle des senders, hein, des outils qui envoient et qui permettent d'envoyer les communications, et mais ceux qui tous les reçoivent. webmails et tous ceux qui reçoivent, Mmh. euh, il faut quand même aussi se rentrer dans un standard qui est le plus facilement adoptable par ces différents acteurs pour être sûr que ça puisse se diffuser à grande échelle. Autrement, euh, une meilleure solution technique au départ qui est compliquée d'adoption aurait un moins bon impact à l'arrivée, c'est ça. Oui, oui, c'est un bon exemple du mieux est l'ennemi du bien. C'est qu'effectivement, à vouloir faire quelque chose parfait, bah, s'il est parfait, mais que personne l'utilise, eh ben, il servira pas à grand chose. Donc voilà, bah, après c'est vraiment une petite histoire comme ça parce que c'est pas important au final. Mais ça fait partie des choses, bah, à mettre au propre et puis ensuite à discuter avec d'autres experts des différents protocoles existants et cetera qui peuvent dire, «Ah oui, mais il faudrait parler de ça» et d'autres qui disent: «Non, il faut pas». Donc ça met aussi un certain temps et donc aujourd'hui, c'est encore un draft, donc c'est un statut draft qui est en attente de validation par, l'IETF, qui est le Internet Engineering Task Force, qui sont les gens qui travaillent sur les standards d'internet. Donc si vous avez entendu parler, de HTTP, FTP, SMTP
et d'autres protocoles et même, DKIM, SPF et cetera, ils sont tous passés par un draft, IETF pour ensuite être, promus en quelque sorte comme, une RFC à part entière. RFC, ça veut dire Request for Comments, mais, en gros, à partir du moment où c'est, déjà un draft, ça devient crédible. Une RFC, c'est que c'est officiellement un standard. Mais pour arriver à ça, il faut effectivement, une adoption crédible, donc pas forcément une adoption avérée, mais en tout cas hem, que ce soit réaliste. Donc bien évidemment, il faut faciliter ça, il faut le rendre le plus smooth possible, hem, pour déjà ne pas avoir trop de personnes qui vont remettre tout en question, en détricotant le projet, mais mais aussi, oui, que ça soit simple, à appliquer, et à adopter. En l'occurrence, le draft, il parle pas du tout de carbone, hein. Le draft, il est purement il dit: «Ce header n'existait pas officiellement, pour le protocole SMTP. Nous proposons qu'il existe dorénavant avec tel format». Voilà. Ce qu'on en fait derrière, c'est, là, c'est plus l'initiative, Zéro Carbone Email qui porte le truc, mais qui au final, même si on ne retient pas dans 10 ans ce nom-là, bah, c'est pas grave. Le but, c'est que les usages, prennent en Ouais, compte cette information que les expéditeurs sont vraiment, motivés à fournir. et dans ce draft, alors je fais peut-être une petite pause, peut-être un petit peu plus technique, mais on va pas trop s'y attarder pour ceux qui nous écoutent. Mais dans ce draft, donc du coup, tu dis il y a la partie technique de voilà d'écrire ce que fait ce champ et le format technique. Est-ce qu'il y a quand même une petite description de quelle est l'utilité tu disais il n'y a pas la description de l'utilité carbone, pas carbone, mais Mmh. l'utilité de destruction des emails dans les boîtes finales. C'est dans le draft ou ça reste un usage induit qui n'est pas décrit dans cette documentation technique? Ça reste, dans le draft, c'est, si c'est pas explicité, parce que ça l'a été, mais il y a plusieurs choses qui ont changé justement avec les différents commentaires, qu'on a pu avoir. Je crois qu'il y a encore, dans la dernière version disponible aujourd'hui, mais si c'est pas forcément le mot, suppression qui est fourni, c'est très suggéré. Heu, Ok. Après voilà, le but quand même, c'est de ça reste de unclutter, la je sais pas comment est-ce qu'on dirait en français, mais de faire le ménage dans les boîtes mail finalement, Hmm. et donc bah, oui, ça implique, la suppression parce que, alors ça peut être l'archivage aussi, hein, avec cette méthode très utilisée finalement, mais là non, là c'est un cran supérieur, c'est la suppression. Je fais une toute petite parenthèse sur la partie suppression, ça serait super que les emails, inutiles, expirés, soient supprimés automatiquement. C'est bien évidemment, impossible juridiquement. Quel que soit le pays, mais notamment en France où la boîte mail est considérée comme une boîte, postale, mais électronique, mais du coup avec les mêmes codes, heu, de la du droit des communications? Droit postal? Je ne me souviens plus exactement, je ne suis pas juriste. Mais donc avec les mêmes contraintes de bien évidemment, le mail, une fois qu'il a été livré, le postier, il vient pas réouvrir la boîte pour voir et pour l'examiner et pour, tiens, bah, finalement le supprimer. Donc ce n'est pas au, gestionnaire de boîte mail de faire cette suppression, c'est à l'utilisateur final. Donc il faut lui faciliter la tâche, pourquoi pas lui proposer une automatisation, mais que lui mettrait en place. Oui, Voilà, c'est un et c'est petit le même style d'automatisation qu'on voit pour les utilisateurs de Gmail, par exemple, qui dit vous êtes abonné à cette newsletter depuis un certain temps. Ça fait plus de 30 jours que vous n'avez pas ouvert la newsletter. Est-ce que vous voulez vous désabonner? Qui, plutôt que de recevoir des mails et ne jamais les ouvrir, mmh, désabonnez-vous parce qu'il semblerait qu'il n'y a pas d'intérêt pour ces communications. ouais. On pourrait imaginer le même genre de suggestion de la part des fournisseurs de services, de boîtes, que ça Ouais, soit absolument. Orange, Heu, Gmail, Yahoo. Ben, voilà, ils ont tous leur façon de le faire, mais d'avoir la suggestion de. mmh. C'est le moment de faire un petit cleaning, quoi, le cleaning de printemps tous les 15 jours, d'enlever les mails expirés. Le feedback que j'ai eu de Yahoo et Gmail, c'était effectivement que, ça pourrait être une information intéressante à prendre en compte
en même temps que d'autres informations, comme ils font déjà aujourd'hui, comme tu as dit, effectivement, de ah, dis donc, tu lis pas ces mails-là, tu ne veux pas te désabonner. Donc après, c'est effectivement leur sauce et leur équipe produit qui verra quoi faire pour leurs utilisateurs, qui sont potentiellement différents d'un mailbox provider à l'autre. Mais oui, une autre façon, c'est d'avoir soit un onglet, soit un label, soit un répertoire ou un groupe, peu importe, qui contient tous les mails expirés et tu vois le chiffre et tu vois que tu en as 4000 et tu vas voir, tu vas dire: «Effectivement, tout ça, je m'en fous, super, boum». Voilà. Après, OK. encore une Mmh. fois, c'est à eux de voir comment est-ce qu'ils veulent l'implémenter et aussi quelles sont les capacités. Ça, c'est un point intéressant. Je pense qu'on en parlera d'un petit peu plus tard, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde d'en faire quelque chose. En tout cas, pour finir sur la partie, milestones, quels ont été les points d'étape, d'importance jusqu'à Mmh. aujourd'hui? Donc vraiment, le premier c'était le draft. Ensuite, il va falloir, du coup, faire en sorte que ce soit adopté. Et ça, c'est pas forcément, c'est ça va mettre longtemps. C'est-à-dire que changer les usages, ça demande des modifications dans plusieurs, solutions, dans plusieurs produits. Ça demande d'entrer dans certaines roadmaps, qui sont déjà pleines à craquer pour plusieurs années et cetera. Donc, ça peut être compliqué. Mais les entreprises qui sont concernées par ça, en tout cas, il y a les marques, bien évidemment, qui sont celles qui vont définir la valeur à mettre, les, heu, les routeurs mail comme Splio, et les mailbox providers, donc les Et Orange, c'est une chaîne, hein. Gmail compagnie. Tu les donnes C'est dans une cet chaîne, ordre-là parce que c'est vraiment une chaîne de tout à fait. les marques, ben, c'est nécessaire que les marques aient envie de l'utiliser et vous qui nous écoutez, ben, de faire en sorte d'utiliser ça et de vous poser la question de quels sont les emails et quelle est la date d'expiration de certaines offres, de certaines communications que vous faites, que votre outil de marketing et de campagne management vous propose cette option-là, bien évidemment, parce que si vous posez la question et que vous ne pouvez pas les renseigner, ça ne sert à rien. Donc, si on est à l'étape où vous vous êtes posé la question, vous avez une date de fin, d'expiration pour une offre, pour une communication, vous l'avez renseigné dans l'outil, vos emails partent avec cette information. Il y aura du volume de messages avec une information nouvelle qui arrive dans les boîtes mail et c'est cet effet-là qui, à ce moment-là dans la chaîne, aussi permettra de pousser et de faire un petit peu, on va dire, le lobby du lobby par la force ou par la démonstration d'utilisation auprès des providers et des services d'accès boîte mail, hein, c'est ça? Mmh. Ouais, ouais, exactement. Et du coup, la seconde milestone, comment est-ce qu'on dirait en français? La borne kilométrique? C'est pas joli, hein. L'étape, la grande étape. Ouais, voilà. L'étape suivante, ça a été donc le travail, fourni par les annonceurs et les marques, donc mené par Emma Dufault du groupe Yves Rocher, de revoir, d'imaginer quelles seraient les dates à fournir pour quel type d'emails et comment. C'est-à-dire que, pour certains mails, ça va être, par exemple, 30 jours plus tard. Pour d'autres, ça va être, à date fixe. Typiquement, on va avoir un email marketing avec une offre qui se termine le 15 juin et ben, ça va être, quelques jours après le 15 juin, par exemple, ou 2 semaines après le 15 juin ou un mois. Enfin, là, cette information-là peut bien évidemment varier aussi en fonction du contexte et de la marque et de plein de choses. Mhm. Mais voilà, donc un travail extrêmement méticuleux et qui, est du pain béni finalement pour les routeurs mail, puisque ça c'est en une partie d'étude de marché, qui est déjà à disposition. Pour ensuite parce que l'étape suivante, si les marques veulent pouvoir le mettre, il faut qu'elles puissent pouvoir le mettre. Donc il faut que Oui. les outils qu'elles utilisent, le permettent et donc pour ça, et ben, il faut que les routeurs, développent, des fonctionnalités permettant de le mettre, dans leur interface et donc en gérant les différentes, méthodes. Est-ce qu'on veut une date fixe? Est-ce qu'on veut un J plus quelque chose? Comment est-ce qu'on fait pour les triggers, qui se déclenchent, par définition, quand ils ont besoin? Pour les campagnes automatiques, pour les campagnes one shot et cetera. Donc c'était à partir du moment où on avait cette restitution, j'ai trouvé que c'était
qu'on était passé à une étape supérieure, enfin l'étape suivante, quoi. Voilà et ensuite, le dernier point que je pourrais mentionner, c'est l'intérêt porté par, certains mailbox providers, qui ont vraiment dit, «Nous alors, on entend bien, on trouve ça cool. Maintenant, il faut qu'on voit le header parce que, là, on va pas commencer à charger, des équipes, en temps et en ressources et en argent pour pour prendre en compte quelque chose qui n'existe pas encore. Donc maintenant, il faut qu'on le voit et à partir du moment où on va le voir, on va le prendre en compte. Donc certains d'entre eux ont déjà des mécanismes qui repèrent les headers qu'ils voient souvent et dont ils ne font rien déjà. Donc ça peut servir pour la partie sécurité parce que ça peut être une nouvelle attaque ou quelque chose. Mais donc ils ont déjà des outils de monitoring. Ils sont prêts à le voir arriver, celui-là et par contre une petite surprise, c'est que j'ai découvert quand même que, cette expiration, c'est pas forcément quelque chose de facile pour tous les mailbox providers. Il peut y en avoir généralement, c'est soit des assez anciens, soit des plus petits, voire les 2. C'est-à-dire qui sont pas, globaux, qui sont plutôt, liés à un pays et qui ne reçoivent pas un volume d'email comme Gmail le fait ou comme, même Orange le fait. Orange reste quand même le plus gros local aujourd'hui, en tout cas en France, hein, Ouais. bien évidemment. Et pas tout simplement parce qu'il y a une difficulté technique. S'ils devaient aller, scanner tous les mails existants sur les serveurs qui datent des années 2000 ou, enfin, ou qui ont potentiellement évolué, mais qui n'ont pas eu un besoin d'exploser comme Gmail l'a fait, par exemple, et ben, le système est simplement pas conçu pour ça. Donc, pour pouvoir, mettre à jour, pour pouvoir scanner de façon efficace et récupérer cette information, il faudrait, changer la façon dont le système fonctionne aujourd'hui, ce qui aurait un coût extrêmement élevé et qui finalement ne vaudrait pas le coup, heu, pour eux. Donc ça, c'était un petit peu, une déception d'un certain côté. D'un autre côté, c'est aussi réaliste, hein. Bien évidemment, ça peut pas être que des bonnes nouvelles. Bon, ce qui n'empêche pas que les plus gros verraient bien évidemment un intérêt à faire ça, ne serait-ce que pour, réduire leur empreinte carbone. Puisque, s'ils ont moins de disques durs à acheter, à stocker, à alimenter et cetera et ben, mine de rien, ils arrivent à gratter quelques kilos, quelques tonnes de CO2 émis, chaque année et comme ils font un peu la course à ça, Heu, c'est, heu, c'est tout à leur avantage de prendre ça en compte. Mais voilà, ce n'est pas, toujours faisable avec l'existant. Ouais, ouais, mais on parle encore une fois, d'effet d'échelle, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure, un email en soi, effectivement, ça reste, un impact très léger à l'échelle de tout ce qui peut impacter, ouais, avoir un impact carbone, dans nos actions du quotidien. Mais, multiplié par le nombre d'utilisateurs, ça en fait beaucoup et le nombre d'emails et le nombre d'annonceurs qui nous envoient des emails tous les jours, ben, ça augmente aussi et quand là, sur le point que tu mentionnes, Benjamin, ben, je prends l'exemple de Gmail parce que je sais qu'il y a leur limite par défaut, la version gratuite, c'est 15 gigas de stockage. Si on peut sauver ne serait-ce qu'un giga par utilisateur ou 2 gigas par utilisateur par an ou tous les 2 ans sur Gmail, vu le nombre d'utilisateurs de Gmail, l'impact pour Gmail et donc Google dans ce cas-là est énorme et Mmh. l'impact sur leur serveur et leur serveur de stockage est colossal et donc du coup permet de réduire indirectement aussi avec votre action en tant qu'utilisateur ou annonceur, forcer et réduire, aider à réduire cette empreinte même chez les gros providers, quoi. Parce que cet effet Absolument. d'échelle fonctionne comme ça. Si on prend l'exemple Euh, de Vas-y, Yahoo, vas-y. si on prend l'exemple de Yahoo, aujourd'hui, Yahoo Mail propose 1 téra, Et gratos. ce qui est délirant. Enfin, c'est virtuellement illimité, c'est-à-dire que personne ne remplit ça. Donc bien évidemment, ils n'ont pas les data centers qui ont 1 téra fois le nombre de boîtes mail existantes. C'est-à-dire que quand ils ont besoin, ils vont dire: «Bon, on a atteint, je sais pas, 80 de notre capacité, va falloir qu'on rachète des baies
de disques durs pour, augmenter la capacité dans les différents data centers qu'ils ont et cetera. Bon, même si, je ne sais pas si c'est le cas, mais si, les data centers sont, hem, comment est-ce qu'on dit? Heu, Et powered, ben, ils sont powered. Comment? alimenté. Alimentés, merci. M Même si les data centers sont alimentés, en énergie renouvelable, donc ça veut dire qu'effectivement heu, sur le run, bah, ça va pas avoir un impact carbone, très fort. Mais la production des disques durs qu'il a fallu donc ajouter, et ensuite ce qui en est fait derrière, parce que le recyclage, c'est quand même à 80, ça finit dans, des décharges à ciel ouvert en Asie, hein. Faut Mmh. pas se leurrer là-dessus. Donc moins on a besoin de rajouter des disques durs, moins on a une empreinte environnementale, importante. Donc voilà, à chaque, réduction qu'on peut faire, et ben, aura son impact, même si nous, évidemment, en tant qu'utilisateurs, on va pas le ressentir ou le voir directement. Ok, donc du coup, si je comprends bien, aujourd'hui, on en est à l'étape de comment on fait adopter cette pratique. On arrive à une adoption de masse de cette pratique, hein, c'est ça? Comment bah, Ouais, l'utilisation, le format technique existe. Des providers commencent à permettre de le faire. Je pense mmh, que, bien évidemment, je sais que chez Splio, c'est le cas. Il y en a d'autres en France. Il y a d'autres providers en France qui permettent de mettre cette date d'expiration dans les communications. C'est un travail de longue haleine pour que tout le monde, tous les providers, tous les services permettent de le faire à tous les différents niveaux, parce que comme on en a parlé tout à l'heure, il y a différents types d'emails, que ce soit de l'email transactionnel, l'email commercial. C'est pas forcément toujours implémenté de la même manière, en tout cas dans les différentes solutions du marché, ça peut mmh, être géré différemment. Donc cette disponibilité du champ dans les interfaces aussi, parce qu'il faut que ça soit mis à disposition des interfaces de, de configuration, de setup des campagnes, ça évolue, ça progresse. Le moyen de le faire progresser plus vite, c'est que les marques en parlent, c'est ça, pour c'est que ça. chaque marketeur se renseigne et ait envie de le faire ait un impact et faire suivre ce projet auprès de leur provider. Euh, Absolument. c'est Heu, l'étape du moment. C'est vraiment combien de ouais, temps. Est-ce qu'il y a une perspective de temps donnée sur quel est quelle est la timeline sur, sur cette étape-là pour pouvoir vraiment avoir un effet de masse critique pour se dire que on pourra aller, vous pourrez aller ou on pourra de manière générale en tant que collectif toquer à la porte des Yahoo, des Gmail, leur dire est-ce que là on n'a pas atteint un niveau assez important pour que vous fassiez quelque chose et que vous le mettiez en top de liste de votre roadmap, quoi. ouais, alors la timeline évidemment c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que j'incite, tous les routeurs à, travailler sur ce sujet-là. S'ils sont intéressés par les différentes durées qui ont été, vues par les différentes marques, bien sûr, c'est un document qui peut être mis à disposition sans problème. Et j'insiste aussi, les marketeurs et utilisateurs de plateformes, de routage, de d'aller voir leurs prestataires et de leur dire: «Dis donc, ça c'est un sujet qui m'intéresse, vous en êtes où?» Et voilà, donc en fait, il faut parce que vraiment la prochaine étape, c'est que les mailbox providers voient ce header en masse. Donc on parle Mhm. de voir, oui, de voir, je sais pas, plusieurs, est-ce que c'est plusieurs, centaines de millions de mails par jour, ou est-ce qu'il faut atteindre le milliard? Ce qui ferait quand même déjà beaucoup parce que je disais qu'il y avait par jour 30 milliards de mails marketing qui sont envoyés. Après voilà, ça peut aller très vite, mais il faut quand même que ça démarre, bien évidemment. Hem, donc heu, donc cette prochaine j'en saurai plus prochainement puisque la semaine prochaine, par rapport à l'heure où on enregistre cette émission, la semaine prochaine, je serai à Dublin au MOG et où je rencontrerai plusieurs mailbox providers et je leur poserai justement la question de savoir est-ce qu'il y a une taille critique ou est-ce qu'ils attendent de voir un petit peu, que ça remonte sur leur tableau qu'ils ont déjà et cetera. Donc ne pas y prêter attention jusqu'au jour où finalement ça se voit
Mais voilà, ce qu'on a à faire, nous, en tant qu'expéditeur, de toute façon, c'est le mettre, le plus possible partout. Je dis pas envoyer plus de mails exprès pour mettre ce header dedans, je dis, mettre Oui, ce header dans les dans ce qui mails qui existe. aujourd'hui sont envoyés. Heu, voilà, donc Oui, il oui, peut y et avoir c'est vraiment un travail de longue haleine qui est en jeu. c'est On est en train c'est un ensuite marathon et pas un sprint, quoi. C'est ce qu'on se disait absolument. en préparant. Absolument. La prochaine étape, c'est que les mailbox providers le voient en masse et ensuite les mailbox providers vont se mettre à bosser là-dessus. Donc ça va mettre longtemps avant qu'une fonctionnalité soit disponible pour l'utilisateur final. Mais voilà, ça ne commencera pas si, on ne met pas ce header, dans les mails qu'on envoie en masse. Donc, c'était un petit peu la partie, mon dernier set de questions, j'allais dire. Le futur du projet dans les 2 prochaines années, les prochaines étapes, où est-ce qu'on va? Et ça, on a touché un peu du doigt. Et Mmh. qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir arriver dans les prochaines années, ou prochains mois, prochains trimestres et années? On est encore vraiment encore une fois sur un travail de longue haleine. On va dire semestre. Comment C'est assez vague, plusieurs semestres, c'est une bonne échelle de temps. Comment les auditeurs peuvent contribuer au succès du projet et de continuer mmh. à faire, à développer et à faire en sorte que le projet ait un impact et on puisse arriver à atteindre ces étapes où il y a une masse critique qui fait que ça devienne un sujet dans les roadmaps des boîtes de réception. Mmh. Du coup, il va y avoir plusieurs aspects. Pour moi, les prochaines, milestones, ça va être, que le draft devienne, une RFC à part entière. Ok. Heu, mais bon, quelque part, c'est optionnel puisque de toute façon, la solidité du format, enfin, ça reste quand même très simple, hein. C'est un header avec une date derrière, donc c'est pas, c'est pas incroyablement nouveau. Hem, mais voilà, ça sera sans doute plus une petite satisfaction personnelle qu'une milestone. Mais pour moi, ça compte quand même. Ensuite, ça serait le moment où on a un premier mailbox provider, majeur qui, heu, qui aurait commencé à faire quelque chose. Donc je pense que déjà, à partir du moment où il y en a un qui nous dit qu'ils commencent à y travailler, je pense qu'on sera content et puis bien sûr quand ils sortiront une fonctionnalité qui utilise l'information fournie dans le header, on sera d'autant plus content. Là, très difficile, hein, d'estimer l'échéance pour ça, mais je tenterai de me renseigner et du côté des marketeurs et des marques, des annonceurs, oui, et si vous avez un outil qui permet déjà de le faire, mettez ce header. Si c'est pas le cas, demandez à votre prestat, d'y travailler, hein. Le but n'est pas de dire: «Changer de prestat parce qu'il y a pas la fonctionnalité». Pour moi, il faudrait juste que tous les routeurs Oui, il aient faut que ce cette soit un fonctionnalité. standard. Il faut que ce Que soit un ce standard soit chez tous finalement les un routeurs. standard, une fonctionnalité, qui soit partout, que ce soit même plus une question et qu'il y ait plus qu'à l'utiliser puisqu'elle est là de toute façon. Et que ça soit l'inverse, c'est que ceux qui ne l'ont pas à terme, bah, on leur dira: «Bah, c'est quand même bizarre parce que c'est une fonctionnalité que normalement on a tous, comme, gérer, un design HTML et puis, je sais pas, faire un ciblage», par exemple. Donc, Bah, ouais, donc dans nos auditeurs, si vous nous écoutez et que vous travaillez pour une solution de routage, posez-vous la question si c'est pas forcément dans vos sujets. Est-ce que votre solution propose cette option-là et sinon, est-ce que c'est pas quelque chose, un petit ticket à mettre dans la roadmap, qui pourrait contribuer au projet. Et si vous êtes un annonceur et que vous ne savez pas forcément si votre service, le service que vous utilisez, propose cette option, posez-leur la question. Si insistez l'option est bien. disponible, si l'option existe, utilisez-le. Si elle n'existe pas, insistez bien sur le fait que ça vous intéresse. Et peut-être que dans votre network, dans votre cercle de contacts qui se trouve dans le CRM, vous avez des collègues, des pairs qui sont dans qui travaillent avec ce même provider, ce même service, et se regrouper pour faire la demande et avoir plus de monde qui fait la demande pour une fonctionnalité, forcément aide les providers à développer la,
la solution, en tout cas la solution existe, mais à l'implémenter et à mettre ça dans leur système. Comme ça, vous pourrez l'utiliser et on pourra arriver à augmenter le nombre de messages. Encore une fois, l'objectif étant d'augmenter le nombre de messages qui partent avec cette information pour avoir un effet derrière de levier sur les boîtes des destinataires. Ouais. L'avis des utilisateurs a un poids important dans les décisions produits, donc il faut vous faire entendre si c'est quelque chose qui est important pour vous. Très bien. Bon, Benjamin, d'autres points à rajouter avant qu'on conclue cet épisode? Des éléments, encore une fois, qui pourraient aider le projet, qui pourraient Non, bah, regrouper, contribuer, comment ah, s'abonner au projet, comment suivre ouais. les news, est-ce qu'il y a un regroupement des gens qui contribuent au projet de manière régulière? Tu parlais tout à l'heure de l'annonceur qui avait travaillé, qui avait fait un workshop, ou plusieurs workshops pour travailler sur une partie de la problématique. Comment les auditeurs peuvent s'impliquer, se renseigner et s'impliquer sur le sujet? Alors, il y a le site donc zéro carbone, en anglais, .email, donc Ouais. sans On E à va le mettre dans carbone. les liens partout. On le mettra dans les commentaires et partout pour que vous puissiez cliquer dessus. Euh, Il y a un Slack qui est lié aussi, donc avec les personnes qui ont lancé l'initiative. Ensuite, ça s'échange par email aussi, donc n'hésitez pas non plus à me contacter moi directement sur babillon@splio.com. Je ferai le lien, je mettrai en relation bien évidemment sans problème. Hem et d'ailleurs sur le site, Zéro Carbone Email, vous pouvez aussi, montrer votre intérêt. Ça fait ajouter le logo de l'entreprise, sur la page et et en échange, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait une, une garantie ou en tout cas, le fait que si vous avez la possibilité de mettre ce header, vous le mettriez. Voilà, c'est un engagement en quelque sorte. une preuve d'engagement Ouais, et ouais, enfin, de soutien et une d'engagement promesse. à participer à une promesse Une d'engagement promesse et de participation. d'engagement et pour les routeurs qui nous écoutent, s'il y en a, allez voir aussi vos différents clients une fois que vous aurez, la possibilité de gérer le header, pour leur dire que ça existe parce que, voilà, c'est pas forcément évident, c'est pas ça peut être ah oui, petit point important quand même, ça peut faire peur en termes de délivrabilité parce que c'est un changement et tout changement induit potentiellement, bah une comment dire? Une réévaluation, de la partie, anti-spam. Je me suis renseigné quand même, j'ai demandé à des, mailbox providers locaux, enfin français et majeurs, donc globaux. Ils ont dit ils ont tous affirmé que ça n'avait, aucun impact, que ce header en tout cas, n'aurait aucun impact, négatif sur, la réputation et la délivrabilité. Donc voilà, sur la partie délivrabilité, vous pouvez être, rassurés. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin. C'était une discussion passionnante, passionnée. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Merci pour ton implication sur le sujet. Encore une fois, merci à ta conjointe de t'avoir poussé à t'impliquer, à trouver une solution. Euh, en deux mots, si je dois résumer la situation, c'est que le projet a commencé il y a quelques temps maintenant déjà. Il y a encore des étapes, ça prend du temps. On parle de semestres de travail. On est sur un marathon et un travail de fond. On n'est pas sur un sprint. Chaque personne, chaque auditeur, chaque marketeur peut contribuer au succès du projet et donc avoir un impact et réduire cet impact carbone des communications marketing. Aussi, par cette solution, proposer une meilleure expérience à leurs utilisateurs, à vos utilisateurs, parce que leur indiquer aux boîtes mail qu'une offre, qu'une communication n'a plus d'utilité, c'est toujours améliorer et considérer l'expérience avec vos utilisateurs finaux, qui est quand même un plus de l'impact carbone. Encore une fois, je répète, vous pouvez contribuer, vous renseigner en vous rendant sur le site zérocarbone.email.
On se retrouvera très prochainement pour un autre épisode. Si vous avez aimé la discussion, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser un commentaire, mettre 5 sur 5. Abonnez-vous sur toutes les plateformes podcast que vous voulez. Normalement, on est diffusé de partout. Et contactez-moi, contactez Benjamin bien évidemment si vous avez des questions sur le sujet. Vous le trouverez sur LinkedIn. On pourra donner son email, on mettra son email dans les commentaires aussi. Contactez-moi si vous avez des feedbacks sur le podcast, des idées de sujets. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.